femmes de Burkina ont célébré ce 8 mars la journée internationale de la femme avec en toile de fond l'entrepreneuriat agricole. Dans ce canal ONU, nous parlons de la femme et notre invitée est la représentante résidente de l'UNFPA. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Bonsoir Madame Domingo. Bonsoir Monsieur le journaliste. Voilà, on revient à vous tout à l'heure après juste ce jingle. Le 8 mars a été marqué à Ouagadougou et à travers le Burkina par des parades. Et la parade principale s'est déroulée sur l'avenue de l'Indépendance. Occasion pour les femmes de revenir sur les difficultés qui sont les leurs. Nous suivons ces reportages signés de Zalissa Sanfou. 8 mars 2016. Une année de plus encore dans la marche vers de lendemain meilleur pour l'autre moitié du ciel. Au Burkina Faso, les femmes répondent présentes à tous les corps de métier. Et au niveau agricole encore plus. Les statistiques montrent en effet que les femmes rurales occupent plus de 60% des activités de production agricole. Dans l'agriculture pluviale, elles représentent 52% des actifs des ménages, 45% dans la production maraîchère et 47,2% dans l'élevage. Des chiffres qui en disent long sur leur engagement. Pourtant, les femmes du Faso butent sur des obstacles au libre exercice de production, de transformation et de commercialisation de produits agricoles. On peut retenir qu'elles ne sont pas propriétaires des terres qu'elles utilisent. Dans la plupart des cas, elles sont employées comme des ouvrières agricoles et n'ont pas accès à l'eau d'irrigation. Leur accès au crédit agricole reste limité du fait des garanties demandées par les institutions de crédit et elles manquent de moyens financiers pour l'achat des intrants et des technologies de production. Mais en attendant, toutes celles qui bravent ces obstacles et qui se lustrent en entrepreneuriat agricole ont été décourues. Outre ce défilé civil, militaire et paramilitaire orchestré majoritairement par des femmes, l'autre fait marquant du jour, c'est le port du Faso d'Anfani. Arboré fièrement par les uns et les autres, invite a été faite par la première dame de faire du port de ce pain une habitude. Alors, nous recevons donc pour cette émission Madame Edwige Adekambi Domingo. Elle est représentante résidente de l'UNFPA au Burkina. Madame, vous étiez à la cérémonie du 8 mars sur l'avenue de l'Indépendance. Comment vous avez vécu justement cette journée-là? Je voudrais d'abord réitérer la bonne fête à toutes les femmes et à tous les hommes du Burkina. Parce que quand nous célébrons la femme, nous célébrons aussi l'homme. Alors, ce que j'ai observé au cours donc, de cette célébration, c'est d'abord la sobriété, que je salue. Et deuxièmement, c'est la maîtrise des défis qui couvrent le domaine donc, de l'entrepreneuriat féminin par les différents acteurs et particulièrement par les femmes qui œuvrent dans ce domaine qui m'a beaucoup frappé. Et troisièmement, tout au long du défilé, on a vu les femmes dans tous les secteurs montrer leur présence, même si cette présence est encore assez réduite, on observe quand même aussi bien dans l'armée que tous les autres secteurs de l'activité économique du pays que les femmes sont présentes. Et cette présence, on a vu des femmes défiler tout à l'heure, des femmes militaires, des femmes gendarmes. Justement. Dans finalement tous les secteurs de la société. Dans tous les secteurs, comme je le dis, de la société, les femmes sont présentes, même si sur le plan visible, on observe encore des inégalités. Ce sont des progrès qu'il faut saluer. Et le Fonds des Nations Unies pour la population et les autres agences du système des Nations Unies qui œuvrent justement pour la réduction des inégalités entre les sexes et également la réduction des inégalités au niveau donc de la société de manière générale, apprécient beaucoup ces progrès, mais mettent l'accent aussi sur la nécessité donc de relever les différents défis qui freinent encore
la présence massive des femmes dans les secteurs productifs et économiques du pays. Et vous aviez pris la parole ce jour-là au nom du Fonds des Nations Unies pour la population. Ce jour, j'ai pris la parole au nom des partenaires techniques et financiers qui sont impliqués dans le cadre de concertation genre à travers justement le Fonds commun genre. D'accord. Alors donc, vous avez parlé du Fonds des Nations Unies tout à l'heure. Dites-nous, présentez-nous pour ceux qui ne connaissent pas ce fonds-là, exactement de quoi il s'agit. Alors le Fonds des Nations Unies pour la population est une agence de développement des Nations Unies qui œuvre pour que chaque grossesse soit désirée, chaque accouchement soit sans danger et pour que le potentiel de chaque jeune, où qu'il soit accompli. Cela passe prioritairement par l'accès universel aux services de santé de la reproduction, de manière à ce que les services de santé maternelle soient disponibles pour qu'aucune femme ne décède en donnant la vie. Également les services de planification familiale qui permettent aux familles d'avoir le nombre d'enfants dont elles peuvent s'occuper pour en faire de bons citoyens et des personnes actives et participant pleinement au processus de développement économique et social des pays, dont notamment le Burkina Faso. Et enfin, par rapport aux jeunes, faire en sorte que les jeunes, les adolescents et les jeunes soient protégés, sécurisés contre le VIH-Sida, les grossesses non désirées qui hypothèquent leur participation au processus de développement économique et social des pays. Enfin, nous travaillons aussi à rendre disponibles les données démographiques, les données socio-économiques à travers un certain nombre d'enquêtes, dont notamment le recensement général de la population et de l'habitation pour lequel le Burkina Faso s'est engagé au titre de 2016 et j'espère que nous aurons l'opportunité de revenir sur cette question donc, du recensement général et à travers lequel le pays dispose de données réelles et récentes pour pouvoir planifier le développement. Et quand on vous écoute, on se demande finalement quel est le lien entre tout ce que vous faites et la journée internationale de la femme. Alors, la journée internationale de la femme, comme vous le savez, a été instaurée pour que les pays réfléchissent sur ce qui freine l'autonomisation des femmes et ce qui freine la réalisation donc, de l'égalité entre les sexes. Et cela participe vraiment au mandat donc, du Fonds des Nations Unies pour la population. Et cette année particulièrement, l'accent a été mis sur l'entrepreneuriat agricole. Et les raisons qui fondent l'appréciation que nous portons justement sur ce thème, c'est que d'abord, comme vous le savez, l'entrepreneuriat, c'est l'action de créer de la richesse et de l'emploi par la création d'une entreprise. Le Burkina Faso, aujourd'hui, s'est engagé dans un processus de développement économique et social qui passe nécessairement par la mise en place d'innovations susceptibles donc de créer des biens économiques. Et donc de ce fait, l'entrepreneuriat constitue une thématique importante qui doit permettre le développement du pays. Et lorsque nous regardons le secteur agricole, au Burkina Faso, c'est le secteur qui assure pour plus de 72% de la population active les revenus, avec un PIB, une contribution au PIB de l'ordre de 18% en 2013. Et donc, si on utilise en fait l'agriculture comme moteur de développement, en investissant suffisamment dans ce domaine, on pourra tripler sa contribution donc au PIB et surtout assurer davantage la disponibilité en fait des populations à y travailler parce qu'aujourd'hui la manière de travailler dans l'agriculture est assez précaire et on n'arrive pas à assurer une bonne rentabilité et les investissements vont permettre justement aux populations qui s'investissent dans ce domaine-là d'accroître leur capacité à générer des revenus. Et lorsque nous regardons par rapport à la population, les personnes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, ce sont les femmes.
D'abord, elles constituent 51,7% de la population du Burkina. Et au Burkina Faso, elles participent pour plus de 80% des activités agricoles. Toutes les activités agricoles et de transformation, les femmes participent pour plus de 80%. Donc si nous enlevons les femmes, c'est mathématique. On ne pourra pas réaliser les 18% déjà de la contribution, de l'agriculture au PIB. Et donc parler de l'entrepreneuriat agricole, c'est vraiment réfléchir sur les axes qui vont permettre de lever les goulots d'étranglement qui freinent la participation des femmes. Vous parlez justement de goulot d'étranglement, justement dans le thème, on parle d'obstacles. Quels sont les obstacles qu'on relève justement aujourd'hui à ce niveau-là? Alors, il y a plusieurs obstacles et si vous avez suivi les différents discours du 8 mars, vous allez relever que nous avons mis l'accent sur l'accès aux ressources stratégiques. Et quand je parle de ressources stratégiques, je parle des crédits, je parle de l'accès à la terre, je parle de l'accès à la formation, notamment au développement de capacités. Je parle également des perceptions traditionnelles qui freinent encore l'autonomisation de la femme et qui passent déjà par la scolarisation et le maintien de la fille à l'école et également les autres fléaux que nous observons, notamment en lien avec les mariages d'enfants. Mais je voudrais vraiment mettre l'accent sur l'accès à la terre, parce qu'on ne peut pas parler d'entreprise agricole si la terre n'existe pas. Bien sûr. Les femmes sont, comme je l'ai dit, à 80% contributrices donc, du PIB au niveau donc, de l'agriculture, mais elles n'ont pas la terre, elles n'ont pas accès à la terre. Et je sais que le gouvernement, à travers donc, la déclaration de politique générale du Premier ministre, a décidé de mettre en œuvre les mesures appropriées pour que les femmes et les jeunes aient accès à la terre. Donc le premier défi sur lequel on peut travailler, qui est un levier important, c'est vraiment l'accès à la terre. Et donc c'est un obstacle que nous devrons tous relever pour faciliter la contribution donc, des femmes au processus donc, de développement de l'entrepreneuriat dans le secteur agricole. Alors, et au niveau de l'UNFPI, vous êtes, on l'avait dit tantôt, chef de file de cadre de concertation, Jean, au Burkina. Qu'est-ce que vous faites justement pour la promotion de la femme à ce niveau-là, surtout l'entrepreneuriat féminin? Alors, avant d'aborder le cadre de concertation genre et le Fonds commun genre, de façon globale au niveau du système des Nations Unies, nous avons des agences qui travaillent dans le domaine donc, de l'agriculture. Il s'agit notamment de la FAO et du PAM et qui mettent en œuvre des stratégies différenciées pour assurer la promotion donc, de la femme dans ce secteur. Et donc, je voudrais saluer vraiment leurs interventions qui participent justement à réduire les inégalités dans le domaine donc, de l'entrepreneuriat agricole de manière générale. Pour ce qui concerne particulièrement le Fonds commun genre, l'année dernière, en 2015, donc, nous avons célébré les 10 ans d'existence du Fonds commun genre. Et ces 10 ans ont été l'opportunité pour un certain nombre donc, de partenaires de mobiliser plus de 3 milliards pour soutenir des initiatives en faveur des femmes, aussi bien sur le plan institutionnel que le plan opérationnel, pour la promotion des activités dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'artisanat, et dans le domaine aussi de l'alphabétisation fonctionnelle et surtout dans le domaine de la réduction au niveau local des perceptions qui freinent la participation donc, des femmes au processus de développement économique et social. L'année dernière, en célébrant le 8 mars, nous avons porté 2 éléments de plaidoyer au niveau donc, du pays. Il s'agit entre autres de l'attribution aux femmes, à toutes les femmes donc, du pays, des actes de naissance pour qu'elles puissent participer pleinement donc, aux élections qui étaient prévues en 2015. Et ce plaidoyer a porté, parce que lorsque vous regardez
la participation aux élections, les femmes ont constitué 42% des personnes qui ont voté. Si le plaidoyer n'avait pas porté, on aurait eu peut-être 18% seulement, parce qu'à l'époque, il y avait moins de 20% des femmes qui disposaient d'actes de naissance pour pouvoir participer aux élections. Le deuxième élément de plaidoyer que nous avons porté également l'année dernière, c'est la nécessité en fait de prendre, de voter la loi sur la violence faite aux femmes et aux filles. Et en septembre 2015, le CNT a voté effectivement cette loi. Cela veut dire qu'à travers le 8 mars, nous utilisons l'opportunité qui nous est offerte pour lancer des processus de plaidoyer chaque année et nous nous rendons compte que les actions qui sont menées sont vraiment satisfaisantes parce que pour les deux axes de plaidoyer que nous avons portés l'année dernière, nous sommes à 100% de réalisation pratiquement. Et je voudrais repréciser que cette année, notre plaidoyer porte réellement sur l'accès des femmes à la terre. Et je souhaite, dans un an, revenir sur ce plateau et dire que les mesures qui ont été décidées par le gouvernement ont été effectivement mises en œuvre pour que les femmes aient accès à la terre. Et cet accès à la terre, justement, comment vous comptez le mettre en œuvre? Est-ce que vous avez des unités de mesure, je ne sais pas, pour... Nous savons aujourd'hui que moins de 17% des femmes qui travaillent dans le domaine de l'agriculture ont accès à la terre. Donc on a déjà un référentiel de départ et nous allons suivre en fait ce référentiel de départ à travers les mesures pour lesquelles le gouvernement s'est engagé. Mais en même temps, il est important de rappeler qu'il ne s'agit pas seulement du gouvernement, il s'agit aussi de tous les acteurs. J'ai eu l'opportunité de suivre dans le cadre donc, des activités du 8 mars, des émissions qui ont été réalisées par la RTB. Et je me suis rendu compte qu'il y a encore des pesanteurs au niveau local, au niveau culturel. Bien sûr, avec ce reportage que nous avons eu à réaliser à Pény, effectivement, où il est encore difficile de concevoir qu'une femme puisse avoir accès à la terre. Mais en même temps, le reportage a relevé qu'il y a des familles oui, qui ont donné la terre à leurs sœurs. Oui. Je voudrais vraiment saluer cette ouverture d'esprit et lancer un appel à toutes les familles et leur demandant vraiment, sur le plan culturel, en complément aux interventions du gouvernement, d'œuvrer à ce que la femme puisse disposer de la terre. Parce que la femme entrepreneur, justement, qui a eu la terre, on a vu ce qu'elle a fait. Et c'est à l'honneur de sa famille, surtout de sa famille. Pas de son époux, mais de sa famille. Alors, l'autre mesure cette année, c'était le port du faso d'Anfani que vous arborez fièrement. Alors, on a suivi les débats qu'il y a eu autour, parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui les tissent, mais d'autres femmes aussi qui vont les importer à l'extérieur pour venir concurrencer des femmes de l'intérieur. Comment vous avez vécu tous ces débats justement autour de cette histoire de faso d'Anfani? Alors, pour moi, il n'y a même pas de réflexion à faire. Le faso d'Anfani est fait à partir du coton burkinabé. Les fils sont des fils qui ont été faits à partir du coton burkinabé. Et la main-d'œuvre est une main-d'œuvre du Burkina. Alors, on ne peut pas ne pas promouvoir ce qui est du Burkina. Et le port du faso d'Anfani, au cours de la célébration du 8 mars, justement, entre dans la culture de valorisation de ce que nous avons. Et aussi, cela permet en fait de promouvoir l'entrepreneuriat féminin parce que justement ce sont les femmes qui tissent et je voudrais vraiment que l'appel de la première dame qui consiste à faire du faso d'Anfani un tissu porté par tout le monde au Burkina soit entendu et soit une réalité. Cela suppose qu'on mette en place aussi
des mesures d'accompagnement, parce que la disponibilité des fils a été une question d'envergure, un défi. Il y a eu rupture Il y a eu des donné. ruptures, donc il faut qu'il y ait des mécanismes pour que le fil soit vraiment disponible au niveau du pays, fabriqué avec le coton du pays. Cela permet déjà d'apporter une chaîne de valeur à la production en fait, du coton au niveau du Burkina. Et donc nous sommes vraiment partants sur les propositions qui sont faites donc, de valoriser le Faso d'Anfani. Alors donc, la valorisation du Faso d'Anfani. Tout à l'heure dans nos échanges, vous avez parlé aussi du niveau d'éducation qui est quand même assez bas aujourd'hui. À votre niveau, qu'est-ce que vous avez comme solution, justement parce qu'il y a l'autonomisation souhaitée, mais aussi pour cette autonomisation, il faut bien sûr que les femmes aillent à l'école, qu'elles s'y maintiennent et qu'elles puissent aussi arriver à réaliser les projets de leur choix. Alors, quand nous regardons aujourd'hui l'environnement du Burkina, nous avons deux cas de figure. Nous avons des femmes qui n'ont pas du tout été à l'école et qui s'investissent en fait dans les tissus productifs de l'économie nationale. Et pour cette catégorie de femmes et de filles, c'est justement la promotion de l'alphabétisation fonctionnelle qui leur permettra en fait de réduire les gaps en matière donc d'alphabétisation et de pouvoir accéder à la connaissance nécessaire pour accompagner les entreprises ou les innovations qu'elles souhaitent développer pour pouvoir continuer à participer au processus de développement économique et social du pays. Pour celles qui sont à l'école, c'est vraiment faire en sorte qu'elles soient maintenues à l'école et l'un des fléaux qui ralentit le maintien des filles à l'école, c'est le mariage d'enfants. Et si vous prenez les régions comme le Sahel, avec je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de suivre ce reportage. Non aussi, seulement j'ai suivi les reportages, mais j'ai été plusieurs fois, j'ai été plus de 4 fois déjà à Dori depuis que je suis là. Et donc c'est un fléau assez important sur lequel nous devons travailler tous de manière à sécuriser les filles contre en fait, le mariage d'enfants. Et cela participera à leur maintien dans le cursus scolaire. Quand nous parlons de mariage d'enfants, nous parlons également des grossesses en milieu scolaire. Et l'année dernière, on a eu ce phénomène assez important d'observation des grossesses en milieu scolaire qui mérite que nous nous asseyons et que nous réfléchissons parents, enfants. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de chiffres qui sont quand même effroyables. Les chiffres sont effrayants, donc que ce soit les parents, toutes les personnes en charge de la socialisation de la fille s'asseyent pour œuvrer de manière à ce que cela, qu'il n'y ait plus de grossesse en milieu scolaire. Parce que c'est un fléau assez important. Celles qui échappent au mariage n'échappent pas aux grossesses. Ce n'est pas normal. Donc voilà le travail que nous sommes en train de faire au niveau donc, du système des Nations Unies à travers plusieurs agences pour faire en sorte que la question donc, de réduction des inégalités, aussi bien dans le domaine de la connaissance que des capacités des femmes, soit réduite. Alors, je vais vous faire réagir sur un sujet aussi. On parle beaucoup plus de l'entrepreneuriat, de l'autonomisation, mais il y a cette question d'accès des femmes à un certain nombre de postes de responsabilité. On a vu le quota genre, 30%, mais jusqu'à aujourd'hui encore, je crois qu'on tourne autour de 19%. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, par exemple, on a 14 députés femmes sur 127. Il y a quand même du boulot à ce niveau. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que, comme je l'ai dit, d'abord, ce n'est pas seulement l'instruction qui donne la connaissance ou les compétences. J'ai eu l'opportunité de rencontrer des femmes à Bagrépol, à Léo, et j'ai beaucoup appris d'elles en termes d'innovation. Et je me suis rendu compte que pour passer en fait, d'un niveau 0 à un niveau 100 en termes donc, de productivité, elles ont le savoir-faire. Et il suffit de mettre en place des mécanismes qui leur permettent en fait, d'accéder à des postes de responsabilité pour pouvoir, au niveau local déjà,
mieux encadrer en fait leurs sœurs pour réaliser le pari en fait d'être aux côtés des hommes pour pouvoir assurer donc le développement du pays. Deuxièmement, au niveau des partis politiques, c'est dommage qu'on n'ait pas pu réaliser en fait les 30% du quota au niveau donc de l'Assemblée nationale. La loi existe depuis 2009. Oui, c'est une loi qui existe depuis 2009. Cela suppose qu'il faut qu'on revoie le mode de désignation. Et au-delà, en fait... votre proposition? Au niveau des partis, si vous constatez, vous regardez par exemple la liste, on a essayé de mettre les 30% sur les listes dans les différentes localités, mais vous allez constater que les femmes viennent en dernière position. Ce n'est pas normal. Alors ce que je propose, on doit commencer par les femmes. Les femmes, les hommes, les femmes, les hommes. Et cela nous donne la possibilité vraiment de réduire les inégalités, et pas seulement considérer la femme comme un complément d'effectif, mais la considérer réellement comme quelqu'un qui participe à part égale à l'homme, à part égale que l'homme donc dans le développement des activités du parti. Mais il y a aussi que souvent ce sont les femmes elles-mêmes qui refusent de se porter candidates ou souvent pour pouvoir les avoir il faut une série de négociations pour pouvoir les amener à accepter, à s'engager véritablement dans la politique ou bien dans des postes nominatifs. C'est effectif et tout cela est lié. C'est d'abord l'autorisation de l'homme. J'ai entendu des femmes dire « s'il ne m'autorise pas, il va mettre mes affaires dehors ». Alors pour une femme dans une société africaine, le mariage est très important. Et pour sécuriser son mariage, la femme accepte des sacrifices. Et donc j'appelle aussi les hommes à soutenir les activités associatives donc, de leur épouse parce que ça rend visible en fait la famille et c'est vraiment l'actif de l'homme. Alors, la dernière question, c'est de vous demander quel message vous avez à l'endroit de ces personnes qui sont engagées dans le domaine de la promotion du genre, comme c'est votre cas. Alors, le message que je voudrais, c'est vraiment, que je voudrais porter aujourd'hui, c'est un message à l'endroit de tout le monde. Comme j'ai eu à le dire, en suivant les émissions qui ont été réalisées dans le cadre du 8 mars, je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus d'hommes qui sont ouverts à revoir, en fait, les traditions au niveau donc de certaines localités. Je voudrais lancer un appel à tous les hommes pour que, comme ceux qu'on a vus et qui ont accepté de laisser, de donner la terre à leurs sœurs, que cette ouverture d'esprit soit généralisée de manière à ce que les mesures que le gouvernement a décidé d'entreprendre soient complétées par les communautés à la base. Le deuxième appel que je voudrais lancer, c'est vraiment faire en sorte que tous les autres goulots qui freinent la participation de la femme au secteur productif de l'économie nationale et à la prise de décision soient levés. Il s'agit entre autres donc des perceptions qui continuent de soutenir les inégalités de genre, les questions donc de mariage précoce, de mariage d'enfants, les questions de grossesse en milieu scolaire, le non-accès des femmes aux services de planification familiale. Le gouvernement a pris des décisions de gratuité dans le domaine de la santé maternelle que les communautés doivent soutenir et également les décisions en matière de planification familiale pour donner aux femmes suffisamment de temps pour consacrer à leurs enfants, mais en même temps de temps pour consacrer aux initiatives qu'elles portent pour pouvoir soutenir l'entrepreneuriat au niveau du Burkina Faso. Merci, madame. Je précise que je recevais pour vous Dr Edwige Adekambi Domingo. Elle est la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci, madame, d'être venue nous voir. Vous revenez à tout moment, quand vous le voulez. Merci beaucoup et une fois encore, bonne fête à toutes les femmes et à tous les hommes.
Elles vous ont entendu. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTB.